Bon, mais peut-être que je vais me présenter, puisque mes hôtes, Thomas Lecuy et Edith Hurd, sont tous les deux à deux coins opposés du monde. Denis, je crois, est à Caltech en Californie, et Edith Hurd est à IMBL, où elle est devenue la directrice. Donc, je suis Claude Desplan, je suis professeur à NYU, New York University à New York, sur Washington Square, donc le centre de l'univers, si je crois comprendre. Et donc, j'ai là-bas un laboratoire de développement neuronal, et on essaie de comprendre un petit peu comment, en fait, les neurones, la diversité neuronale se développe dans le cerveau. Et on utilise plutôt des cerveaux relativement simples pour de comprendre les concepts basiques afin de pouvoir éventuellement généraliser ça à des organes plus compliqués comme le cerveau d'un mammifère ou le cerveau humain. Mais on essaie donc de développer les concepts. Donc, je vais donner donc 4 cours. J'en ai déjà donné un la semaine dernière. Et dans ce dernier cours, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, le développement du cerveau, au moins dans les organismes simples, part de principes basiques qui sont en fait très simples et très déterministes. C'est-à-dire qu'en fait, tout est codé dans l'ADN et il y a peu de place, on laisse très peu de place à la plasticité, à la réponse à l'activité. Et donc, c'est quelque chose qui va être très stéréotypé, qui va se reproduire identique d'un animal à l'autre animal. Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu le contre-pied de ça en disant qu'en fait, il y a pas mal de contributions aussi de développement stochastique, c'est-à-dire que de développement où on ne peut pas prédire exactement ce qui va se passer. Et donc, c'est des problèmes notamment au niveau des organes sensoriels, où on veut créer de la diversité et qu'on n'a pas assez d'informations au niveau du cerveau pour créer cette diversité. Et dans le troisième cours, en fait, ce que je vais essayer de dire, c'est maintenant on a un gros problème, parce que si on a un système stochastique à la périphérie et un système central qui est très déterministe, comment on arrive à connecter les deux, puisqu'en fait, ça paraît un petit peu contradictoire. Et donc, dans le troisième cours, j'essaie d'expliquer comment on peut essayer d'arriver à faire ça. Et le dernier cours, qui sera au mois de fin mai, je vais donc essayer de prendre un petit peu ce qu'on sait des organismes de génétique, des organismes modèles, et de voir comment on peut utiliser cette information de fond pour essayer de la généraliser à d'autres organismes beaucoup plus divers, et notamment de voir comment les principes qu'on a développés au niveau de systèmes modèles peuvent être appliqués et peuvent être évolués pour s'adapter aux conditions de vie d'autres animaux. On va se concentrer avant tout sur des systèmes d'insectes, donc comment la vision et l'olfaction peuvent s'adapter pour avoir des systèmes extrêmes, comme par exemple des papillons qui ont une très belle vision des couleurs, ou des fourmis qui sentent très très bien les phéromones. Donc, pour vous rappeler ce que j'ai dit la semaine dernière, donc le système sur lequel on travaille, c'est en fait la drosophile, c'est le cerveau de drosophile, qui est en fait très simple, puisqu'il est en fait en tout de l'ordre de 100 000 neurones par rapport aux 85 milliards de neurones qu'il y a dans notre cerveau humain. Ceci dit, c'est un cerveau qui marche bien. Comme je le dis, ils arrivent à voler, on n'arrive pas à faire ça, sans arriver à se taper dans quoi que ce soit, et puis vous essayez de les attraper, vous n'y arrivez pas. Donc un cerveau qui marche très bien, mais qui est malgré tout très simple. Donc 100 000 neurones en tout, les 2 tiers de ces neurones en fait sont dédiés à la vision, puisque c'est un animal très visuel. Et donc ce que vous avez ici, c'est un œil de drosophile qui est fait de 800 facettes. Donc l'animal est capable de voir 800 pixels, et donc il va traiter cette information de ces 800 pixels de façon indépendante dans le cerveau. Donc en fait, ce que je vous ai montré, c'est que vous avez l'œil ici avec ces 800 pixels qui vont être projetés sur différentes couches du cerveau où l'information va être traitée de façon vraiment spécifique. Par exemple, cette couche-là va avant tout traiter de l'information de mouvement, alors que celle-ci va traiter à la fois non seulement le mouvement, mais la forme, les objets et la couleur, la lumière polarisée, etc. Et ensuite, ça va se traduire par une réaction comportementale de la part de l'animal en fonction de ce qu'il a vu à l'extérieur. Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'en fait, c'est un système qui est très stéréotypé dans la mesure où vous avez en fait 800 pixels qui vont être traités de façon fonctionnelle par 800 circuits qui vont exister en parallèle et qui vont ces circuits vont être composés par exemple, dans la structure la plus compliquée, par l'ordre de 100 types cellulaires. C'est-à-dire qu'en fait, chaque circuit, chacune des 800 colonnes va être traitée par 100 types cellulaires. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est comment on arrive à décrire tous ces types cellulaires et comment on peut comprendre comment ces types cellulaires se développent. Et donc, par exemple, utilisant de séquençage d'ARN au niveau de cellules uniques. Donc, vous avez ici là, de l'ordre de 110 000 cellules qui appartiennent à des différents types cellulaires. Et on arrive à comprendre comment ces cellules sont formées et comment
au niveau de l'adulte, mais aussi au cours du développement, ces cellules arrivent à acquérir le réseau génétique qui leur permet transcriptionnel, qui leur permet de devenir ce qu'elles deviennent. J'ai aussi insisté pas mal sur le fait que que ce développement se passe de façon normale, on a besoin d'un système qui soit très stéréotypé. Et en fait, ce que vous avez, c'est des neurones, des stem cells, des cellules souches, qui vont en fait donner naissance, lorsqu'elles se divisent, à toute une série de neurones qui vont être différents au début de leur division et à la fin de leur division. C'est-à-dire qu'au cours de leur vie, elles peuvent se diviser de l'ordre de 50 à 100 fois et elles peuvent produire 50 ou 100 neurones qui sont différents l'un de l'autre. Et j'essaie de décrire comment une série de ce qu'on appelle des facteurs de transcription temporels peuvent arriver à passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que la cellule souche va en fait exprimer un facteur de transcription, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et chaque fois, elle entre dans une nouvelle fenêtre temporelle où elle va produire des neurones différents. Donc un système vraiment très stéréotypé qui nous donne cette structure dont je vous ai parlé avant, qui est en fait tout à fait identique d'un animal à l'autre. La seule chose qui diffère, c'est peut-être sa taille, c'est-à-dire que lorsque les animaux sont mal nourris, ils vont avoir un système plus gros, mais qui va être malgré tout, comment on dit, scaled, adapté au niveau de sa taille. Et donc la taille peut varier, mais la structure elle-même va rester vraiment très identique, avec toujours le même nombre de cellules qui vont innerver un nombre de colonnes qui peut varier. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est en fait un système qui est tout à fait différent. C'est en fait un système où le hasard va jouer un rôle important. D'accord ? Et je pense que vous connaissez tous cette phrase célèbre. Je suis convaincu qu'en fait, il ne joue pas au dé, ça veut donc dire qu'en fait, il n'y a pas de place laissée au hasard en nature. L'ADN est là, et en fait, quand on voit des vrais jumeaux, c'est vrai que vous avez des vrais quadruplés, ils se ressemblent énormément, on a l'impression qu'ils sont tous exactement identiques, d'accord ? Donc en fait, c'est vrai qu'on est vraiment ce que notre ADN est, et il y a une personnalité qui se crée un petit peu par la suite. Malgré tout, on se ressemble malgré beaucoup, et on dépend beaucoup de ce que l'ADN est, d'accord ? En fait, la personne qui a dit ça, vous savez qui c'est ? C'est en fait quelqu'un qui n'avait pas dit trop de bêtises dans sa vie, puisque c'est Einstein. Mais en fait, ce qu'il n'avait pas fait, c'est qu'il avait oublié de lire dans le Talmud. Que dans le Talmud, en fait, il y avait une phrase de 2000 ans avant qui disait qu'en fait, tout est prévu, mais en fait, on a toujours la place pour essayer de s'adapter à ce qui se passe. C'est-à-dire que le choix nous est donné en fonction des contraintes qui nous sont imposées. Et en fait, vous allez voir, c'est exactement ce qui se passe, qu'on a des contraintes qui nous sont imposées. Malgré tout, la vie, la biologie a le choix pour arriver à faire ce qu'il fait. Un très bel exemple, en fait, où mon hôte, Thomas Lecuyer, c'est un exemple qui vient de Caltech, Michael Ovitz, qui est en fait, ce sont des bactéries que vous avez ici, et ces bactéries sont toutes exactement identiques. Bien sûr, toutes les bactéries se divisent par mitose, il n'y a pas de diversification. Génétiquement, elles n'ont pas le temps d'avoir des mutations, donc toutes ces bactéries sont génétiquement absolument identiques, et pourtant, certaines expriment la GFP, et d'autres n'expriment pas la GFP. En fait, ce système est relativement bien connu. Pourquoi elles expriment la GFP, pourquoi elles n'expriment pas la GFP ? Parce qu'en fait, la GFP est mise sous le contrôle d'un gène, qui est en fait un gène qui est très sensible et qui peut entrer dans une boucle autocatalytique où si on arrive à avoir une certaine limite, au-dessus d'une certaine limite, on arrive à avoir ce gène COMK qui va se mettre à activer la GFP, mais en même temps activer son propre gène. Donc en fait, c'est une boucle d'autorégulation et que soit on l'a, soit on ne l'a pas. Si on l'a, on a la GFP. Si on n'a pas, on n'a pas la GFP. Donc déjà, chez les bactéries, on a un système stochastique qui existe, qui permet en fait d'avoir ce qu'on appelle de jouer au dé, ou de mettre en tout cas un petit peu de mettre ces économies de côté, dans la mesure où si par exemple les temps ne deviennent pas si bien, on peut éventuellement avoir des bactéries qui ne se divisent pas beaucoup, qui attendent de différentes conditions, ils peuvent résister aux antibiotiques ou à des prédateurs ou en fait, je me rappelle à une époque, j'avais présenté mes résultats de stochasticité dont je vais vous parler maintenant devant Michael Lovis et Richard Lozic, qui étaient des fervents supporters des sessions stochastiques. Et Richard Lozic avait conclu son talk en disant, en fait, la stochasticité, ça n'existe que chez les bactéries, parce qu'en fait, il n'y a pas les moyens, le système est beaucoup trop contraint chez les eucaryotes pour faire ça. Donc bien sûr, j'ai sauté au plafond et je lui ai dit, écoute, voir ce qu'on va voir. Et je vais te montrer un petit peu comment en fait on peut voir qu'il a fait de la stochasticité dans le développement des animaux supérieurs et en particulier dans les systèmes visuels. En fait, il y avait l'éditeur de Science qui était là dans la salle et qui nous a pris après. Il nous a dit, écoutez, vous deux, vous mettez d'accord, vous écrivez une review. Et je crois que c'est mon article le plus cité sur la stochasticité. Okay. Donc, ça existe chez les bactéries, mais ça existe aussi chez C. elegans. C'est le travail de Corey Barkman, donc le petit ver de C. elegans. En fait, vous avez deux neurones ici, qui sont des
neurones sensoriels qui sont sensibles au sel. Et ces neurones, il y en a un qui est vert et il y en a un qui est rouge. Et en fonction des animaux, certains, le vert est à droite, et entre les animaux, le rouge est à droite. Mais c'est toujours vert et rouge, mais c'est stochastique, on peut donc aller de droite à gauche, comme ça. Donc c'est deux neurones différents, mais qui acquièrent leur destin de façon stochastique en fonction du hasard, donc du bruit qu'il y a dans le système. Maintenant, un endroit où la stochasticité est très importante, c'est au niveau du système olfactif, et pour une raison bien simple. Dans le système olfactif, donc c'est les récepteurs olfactifs qui sont dans notre cavité nasale. Ok. Et ces récepteurs olfactifs, on en a quelques millions, et en fait, ils vont tous exprimer un récepteur et un seul récepteur olfactif. Donc chaque récepteur, chaque cellule, ne va pouvoir détecter qu'un seul type d'odeur, parce qu'il n'exprime qu'un seul récepteur olfactif. D'accord ? Donc, en fait, ce nombre de récepteurs varie énormément. On en a relativement peu, de l'ordre de 350 chez les humains. Il y en a 1400 chez la souris, la souris, et en fait, il y en a 1700 chez les chiens. Donc, les chiens que vous avez à Charles de Gaulle quand ils viennent sentir ou à JFK quand ils viennent sentir vos bagages, c'est parce qu'en fait, ils ont un répertoire de récepteurs olfactifs qui est très très large, qui leur permet donc de pouvoir sentir des choses qu'on ne devrait pas transporter. Donc, on a un grand répertoire, et en fait, si vous vous rendez compte, donc ces récepteurs olfactifs sont des G-coupled receptors. Donc, en fait, ce sont des récepteurs qui appartiennent à une grande famille. Et si vous pensez 1700 gènes, on a à peu près chez les mammifères de l'ordre de 24 à 25 000 gènes. Ça veut dire qu'à peu près 4 à 5 % de notre génome est dédié à en fait fabriquer de ces récepteurs olfactifs. Donc, maintenant, le problème, c'est que si on veut arriver à obéir à la deuxième règle, qui est en fait qu'on ne met qu'un seul récepteur olfactif par neurone, il va falloir avoir un problème, c'est comment on va choisir le récepteur olfactif qui va être exprimé dans ce neurone. Et donc c'est un problème qui en fait n'a pas été encore résolu. Il y a des progrès qui se font assez récemment de Stavros Stavroulatos à Columbia qui commencent à comprendre un petit peu comment ça se passe, mais c'est quand même quelque chose qui reste absolument obscur. Bien que ceci ait amené à Richard Laxell à recevoir le prix Nobel, Linda Burke a reçu le prix Nobel il y a une quinzaine d'années. Okay. Et donc, non seulement il y a en fait un seul des gènes qui est exprimé, en fait un seul des allèles de ces gènes sont exprimés. Donc en fait, sur 1700 gènes chez le chien, il y en a en fait 3400 allèles, et il n'y en a qu'un seul de ces 3400 allèles qui est exprimé. Donc comprendre comment ça se fait, c'est un petit peu difficile, comment ce choix se fait, et il est évident que dans toute manière, il n'est pas possible d'imaginer qu'il y ait un réseau transcriptionnel qui pourrait me permettre de faire un choix vraiment précis, de dire toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Donc, ce qui se fait, c'est qu'en fait, il y a un choix stochastique. Et vous avez ici une illustration, simplement 3 récepteurs olfactifs, un vert, un rouge et un bleu. Et vous voyez qu'ils sont exprimés uniquement le vert dans ce neurone, uniquement le rouge ici, uniquement le bleu ici. Et maintenant, avec des techniques de séquençage in situ, j'ai vu la semaine dernière un très beau séminaire de laboratoire de Catherine Dulac à Harvard, où en fait, ils arrivent à faire des in situ avec pour chacune des cellules, de savoir ils ont 1500 probes qui correspondent aux 1500 ou 1400 récepteurs olfactifs, et ils arrivent à savoir dans quelle cellule chacun des récepteurs est exprimé. Ce qu'on appelle MRSIC, c'est une très belle technique qui marche très bien. On arrive à sonder de l'ordre de 1000 à 10 000 gènes dans chacune des cellules in situ, en gardant leur texture. D'accord ? Donc, une fois que les récepteurs olfactifs ont fait leur choix, qui est en fait un choix qui se fait notamment par la chromatine qui va se plier de façon très spécifique, qui va mettre tous les gènes olfactifs ensemble, et un seul de ces gènes va permettre d'être exprimé. Il faut un choix olfactif. Le problème, c'est que comment on va retrouver l'information, puisqu'en fait, cette information stochastique, comment elle va se retrouver au niveau du cerveau. Et en fait, ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est qu'il pourrait y avoir que, par exemple, dans une partie de notre épithélium olfactif, on pourrait avoir tous ceux qui sont sensibles à l'alcool, tous ceux qui sont sensibles à des aldéhydes, ceux qui sont sensibles à des phénols, qui pourraient être regroupés. Ce n'est pas du tout le cas. On pourrait avoir une sorte de randomisation de ces récepteurs, où on peut avoir en fait le fait que tous les récepteurs qui expriment un gène bleu vont se projeter à une partie du cerveau qui est bleue, tous ceux qui expriment le gène rouge vont se projeter sur une région du cerveau qui est rouge, et tous ceux qui sont verts vont se projeter une série du cerveau qui est verte. D'accord ? En fait, c'est ce que l'on voit, et ça c'est une très belle expérience de Peter Mombras et de Richard Laxell, il y a maintenant une vingtaine d'années, où ils ont inséré dans le gène d'un des récepteurs, un des 1400
sans récepteur olfactif de la souris. Ils ont inséré l'ACZ. Ils sont aperçus, donc vous avez ici, parmi les millions de récepteurs olfactifs, il y en a peut-être un millier qui expriment uniquement le récepteur P2, d'accord? Et avec que tous ceux qui expriment le récepteur P2 vont se concentrer et vont se projeter sur une région, un glomérule spécifique du cerveau. S'ils expriment P2, s'ils expriment P3, ils vont ici, P1 ici, M50 ici, A17, M12 ici. Donc en fait, bien qu'il y ait une carte bien précise, topographique bien précise au niveau du bulbe olfactif, l'expression au hasard de ces gènes au niveau de l'épithélium va faire que d'une manière qui reste complètement indéterminée, permettre à ces neurones de tous se concentrer sur une de ces régions, de ces bulbes olfactifs. Donc en fait, on a une représentation des odeurs qu'on appelle une chémotopic map, une carte chémotopique, où en fait chaque odeur ou chaque produit chimique va avoir une représentation très précise. Ici, actuellement, c'est la même chose, mais c'est un peu plus simple parce que chez la drosophile, donc il y a à peu près une quarantaine de ces glomérules et chacun reconnaît une odeur particulière. Et bien sûr, le plus gros, ici, c'est celui qui va reconnaître les hormones sexuelles. En fait, on ne connaît pas grand-chose à comment cela se fait. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en fait, la présence de récepteurs olfactifs à la surface de la membrane est suffisante pour empêcher tout autre récepteur d'être exprimé dans notre cellule. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a un choix qui se fait au hasard, mais dès que le choix ça se fait, ce choix est déterminé et maintenu par le fait que ce récepteur lui-même, bien qu'il soit à la membrane, arrive à réprimer l'expression de tous les autres gènes. Donc en fait, ici, le problème, c'est qu'on comprend pourquoi il y a une distribution stochastique, dans la mesure où la raison pour laquelle ça se fait, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations génétiques dans le génome pour arriver à maintenir ou à établir une expression très précise d'un récepteur par récepteur, d'un gène de récepteur pour chacun des récepteurs cellulaires que l'on a dans le récepteur optique. Et comment ça se fait, comment se fait la projection au niveau du cerveau, ça c'est resté complètement ignoré. Et en fait, je pense que la plupart des gens ont abandonné l'idée de résoudre ce problème dans le futur précoce. Il y a encore un ou deux laboratoires qui essaient de comprendre comment se fait le choix stochastique, comment ce choix stochastique se traduit par une projection très précise au niveau des glomérules. On ne sait pas du tout comment ça se passe. On sait que les récepteurs olfactifs sont aussi impliqués, mais on ne sait pas trop comment. Oui. Juste une question. La carte des glomérules, est-ce qu'on a vérifié si c'est la même pour 10 souris différents ou pas? À peu près la même. C'est un petit peu difficile de voir de façon très précise, mais par exemple, on sait très bien que ici, dans cette région, il y aura P2 et que dans cette région, il y aura 17. D'accord ? Donc la carte, il y a un déterminisme au niveau de la carte géographique chémotopique qui se passe là-dedans. D'accord ? Et en fait, ce que l'on sait, c'est que si on échange le récepteur, donc on prend le promoteur de P2 et on met le récepteur dans le gène de P2 qui va avoir l'information génétique, donc le pattern d'expression de P2, on lui met P1, il va se précipiter tout proche de P1 et non plus auprès de P2. Donc en fait, le récepteur lui-même contient l'information. D'accord ? Donc ici, il semble qu'il y a une nécessité absolue, c'est que si on veut arriver à avoir une diversité et arriver à détecter tous ces milliers d'odeurs, on a absolument besoin d'avoir cette information stochastique qui se fait, dans la mesure où il n'y a pas d'autre choix pour faire cela. Maintenant, essayons de voir un petit peu ce qui se fait au niveau de dans notre sens, c'est le sens de la vision, et en particulier la vision des couleurs. Donc la vision des couleurs, comme vous le savez, c'est quelque chose qui paraît un petit peu superficiel ou superflu dans la mesure où, si on est daltonien, on a relativement peu de handicap. Ceci dit, c'est quand même pouvoir pratique de choisir vos poivrons quand vous allez au marché, d'accord ? Et en fait, il y a pas mal de circulation, et notamment quand nos ancêtres étaient des hunter-gatherers, qu'ils allaient chercher des fruits, c'était quand même pratique de savoir quels étaient les fruits qui étaient mûrs quand ils allaient les chercher, d'accord ? Donc en fait, si vous regardez la rétine d'un poisson, ici, de zebrafish, un très beau travail de Rachel Wong, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont tétrachromates, ils ont 4 types de récepteurs qui s'appellent des cônes, donc par rapport aux bâtonnets qui sont avant tout dans la périphérie, qui servent à la vision du mouvement. Il y a 4 types de cônes qui sont sensibles aux ultraviolets, au bleu, au rouge et au vert, et c'est une grille parfaite qui est magnifique, d'accord ? Donc ça, c'est ce qui se passe chez le poisson. Et en fait, ce qui nous a intéressé, de voir que en fait, d'autres animaux, cette grille était loin d'être parfaite, et vous verrez qu'en particulier au niveau de l'homme et aussi de l'insecte dont je vais vous parler, il y a une grande diversité de l'expression et en fait une grande stochasticité de l'expression de ces gènes-là.
Donc en fait, tous les animaux qui suivent dans la lumière du jour sont capables de voir les couleurs et de déterminer les couleurs. Donc ce n'est pas quand même un sens qui est tout à fait superflu, puisqu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, tous les insectes sont à la fois sensibles aux UV, au bleu et au vert. Et en fait, c'est au niveau des chélocérés, donc en fait des scorpions et des araignées, donc avant les araignées, il n'y avait pas de bleu, et qu'après les araignées, on obtient le bleu, vert et les ultraviolets. Et de temps en temps, parfois, on a une détection du rouge, et il semble que ce soit assez rare malgré tout, et que c'est un petit peu aléatoire de quand ça va se faire. C'est un peu réparti partout dans le spectre des animaux. D'accord ? Donc on va revenir à notre animal qui est favori, qui est la drosophile, où en fait la drosophile a un système, comme je vous le disais, visuel qui est très précis. Et en fait, sous chacune de ces facettes, qui est en fait une lentille, donc il y a 8 photorécepteurs, il y a 6 photorécepteurs qui sont les équivalents des bâtonnets, donc qui vont être impliqués, qui ont des gros récepteurs qui sont très longs, qui sont bourrés d'une rhodopsine, qui est une rhodopsine qui a un très large spectre d'absorption. Donc leur but dans la vie, c'est avant tout d'absorber tous les photons possibles. Ils vont être donc très sensibles et donc pouvoir travailler même en lumière basse. Ils sont avant tout impliqués dans la vision du mouvement. D'accord ? Et il reste 2 autres photorécepteurs qui s'appellent R7 et R8. On n'en voit qu'un ici, puisqu'en fait, ils sont positionnés l'un au-dessus de l'autre. Et en fait, la lumière, elle vient dans le plan du tableau, c'est-à-dire que la lumière vient comme ça. Donc, elle traverse d'abord R7, et ensuite, elle va dans R8. Il se trouve que ce sont les équivalents des cônes, puisqu'ils expriment 2 rhodopsines de couleurs différentes, une qui est sensible aux UV et l'autre qui est sensible au bleu. Et en fait, pour arriver à discriminer parmi les couleurs, un seul photorécepteur n'est pas suffisant. Si on n'a qu'un seul photorécepteur sensible au bleu, on ne sera pas capable de dire que c'est du bleu parce qu'on ne sait pas si c'est du bleu à basse intensité ou du vert à grande intensité. Donc il faut en comparer 2. Et ici, la comparaison se fait entre les UV et le bleu. Et c'est parfait puisqu'en fait, la lumière d'abord traverse une sorte de fibre optique qui est fabriquée par le récepteur R7 qui exprime les récepteurs UV. Et ensuite, une cellule R8 qui va exprimer une rhodopsine sensible au bleu. Donc la drosophile apparemment est capable de déterminer, d'avoir une vision des couleurs. Ceci dit, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, si on regarde en détail, on s'aperçoit qu'il y a différents types de facettes. Certaines des facettes qu'on va comparer entre le bleu et le UV, et d'autres vont comparer entre un autre type d'UV, plus long UV, et le couleur vert. Et en fait, là, c'est pour ça que je vous parlais de stochasticité, puisqu'en fait, si on regarde, par exemple, une coloration avec des anticorps contre la rhodopsine verte ou la rhodopsine bleue, on voit qu'en fait, il y a une distribution qui est complètement aléatoire, dans la mesure où vous avez à peu près 35% des photorécepteurs qui sont sensibles au bleu et 65% qui sont sensibles au vert. D'accord ? Donc, question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça se fait comme ça ? Et les pourquoi, c'est toujours une question difficile à répondre, à laquelle il est difficile de répondre, sauf peut-être quand on regarde un petit peu dans l'évolution, mais peut-être qu'on pourrait essayer de comprendre comment cela se fait-il. D'accord ? Donc en fait, vous avez dans ce photorécepteur R8, vous avez soit bleu, soit vert, et dans le récepteur R7, vous avez la même chose, soit rhodopsine 3, cet UV, ou rhodopsine 4, qui est l'autre UV, d'accord ? Vous apercevez que vous avez le même type de distribution, de 35-65, où en fait, vous avez donc 2 distributions. En fait, il n'y a pas 2 distributions autonomes. En fait, on trouve toujours que ce rhodopsine 3 est lié avec la rhodopsine 5, ce rhodopsine 4 est lié avec la rhodopsine 6. Donc, c'est toujours quelque chose comme ça. Donc, on a cet UV avec ce vert et cet autre UV avec le bleu. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'animal est une sorte de double dichromate qui lui permet de comparer 2 types de lumière, certainement pour voir mieux dans les couleurs qui sont des couleurs froides, donc les couleurs dans la partie bleue du spectre. Et celui-là, c'est peut-être plus large, un spectre beaucoup plus large, où en fait, ils sont permis de comparer entre les UV et le vert. D'accord ? Bon, donc, on essaie de répondre à la question de pourquoi ça se fait un peu plus tard, ou peut-être dans mon dernier cours, le 27 mai, mais pour l'instant, on peut essayer de comprendre comment cette expression se fait. D'accord ? En fait, il y a quelques années, on a découvert comment cela se faisait. C'est relativement simple, même si ça reste compliqué à expliquer. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que très tôt au cours du développement, dans cette cellule-là, la cellule qui exprime le rhodopsine 4, va exprimer juste après qu'il soit né, va s'exprimer un facteur de transcription qu'on appelle spineless. Okay ? C'est un BHLH, un pass BHL transcription factor, donc c'est un transcription factor qui va exprimer spécifiquement
dans cette cellule R7 par rapport aux 7 autres cellules qui forment chacune des omatidies, chacune des facettes. Donc vous avez 8 cellules, 8 photorécepteurs qui n'ont pas du tout acquis leur forme ou quoi que ce soit. Elles n'expriment pas de rhodopsine, loin de là. Mais l'une d'entre elles exprime spineless, mais certaines n'expriment pas spineless. D'accord ? Donc en fait, il y a une expression stochastique de spineless qui correspond grossièrement à 65% des cellules R7. Donc on s'est dit, bon, mais c'est intéressant, on a découvert ça un petit peu par hasard. Le hasard fait bien les choses. Et on s'est dit, en fait, que ce gène, qui est un facteur de transcription, peut-être qu'il joue un rôle important. Donc, on a regardé un petit peu ce qui se passe chez l'adulte. Donc, chez un wild type, un sauvage, vous avez donc la distribution de 35% exprimé rhodopsine 3, 65% exprimé rhodopsine 4. Si on fait une mutation dans le gène spineless, malheureusement, l'animal est mort, mais grâce aux techniques de génétique de la drosophile, on arrive à faire un œil, uniquement que l'œil est mutant pour spineless. Et si vous faites ça, on perd complètement la rhodopsine 4, qui est en fait le photorécepteur où est exprimé spineless. Et si on force l'expression de spineless dans tous les photorécepteurs R7, on s'aperçoit qu'en fait tout va exprimer rhodopsine 4. Donc il semble qu'on a une explication très simple, c'est qu'en fait la raison pour laquelle il y a une distribution stochastique de rhodopsine 3 et de rhodopsine 4, c'est simplement qu'en fait il y a une distribution stochastique de l'expression du gène spineless qui fait qu'en fait ce gène spineless va contrôler exactement ce qui se passe en aval, il va contrôler directement l'expression des rhodopsines. En effet, il contrôle l'expression des rhodopsines, il se lie directement au promoteur de rhodopsine 4, et se lie au promoteur de notre gène, de notre répresseur, qui va lui-même réprimer l'expression de rhodopsine 3. Donc un système très simple, où en fait l'expression stochastique de spineless va permettre l'expression de rhodopsine 4, en absence de spineless, il n'y aura plus le répresseur, donc on va avoir l'expression de rhodopsine 3. Donc on peut dire très bien, on a compris tout ce qu'il fallait, c'est très bien. Il y a un tout petit problème malgré tout, c'est que même si on a compris comment rhodopsine 4 est exprimée de façon stochastique, il y a quelque chose qu'on a oublié de comprendre, c'est comment se fait l'expression stochastique de spineless. D'accord ? Et donc, c'est un facteur de transcription. Donc, comment se fait l'expression de ce facteur de transcription ? Puisqu'en fait, c'est lui qui va contrôler toute la cascade en aval. Ça fait quelques années qu'on a travaillé là-dessus, et on s'est aperçu qu'en fait, l'expression de spineless n'était dictée par personne. Parce qu'on pourrait se dire peut-être qu'il y a quelque chose en amont de spineless qui contrôle l'expression stochastique de spineless. Et on peut montrer en aval comme ça et comme ça. En fait, on sait qu'en fait, il n'y a personne qui dit à spineless d'être exprimé de façon stochastique. Spineless choisit lui-même d'être exprimé ou de ne pas être exprimé. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour être même plus précis, chaque allèle de spineless dans une des cellules choisit indépendamment d'être exprimé ou de ne pas être exprimé. Donc, comment cela est-il possible ? En fait, c'est possible grâce à deux approches successives. En fait, chaque allèle de spineless va prendre une décision d'être activé ou de ne pas être activé, donc une expression au hasard. Et le problème, c'est que si c'est vrai, si ça se passe, vous avez deux allèles et chacun va prendre une décision qui va être différente de l'autre, et ça peut poser des problèmes, puisqu'en fait, si un des allèles est activé et l'autre n'est pas activé, on va avoir une expression un peu au milieu, qui n'est pas du tout quelque chose qui est appréciable. Donc ce qu'il faut, c'est à ce moment coordonner l'expression des deux allèles afin de pouvoir permettre au système de fonctionner de façon pratique. Dans le cas, vous vous rappelez, des récepteurs olfactifs, je vous ai dit que les récepteurs olfactifs, il y en a un seul des 1400 qui était exprimé dans chacun des neurones, mais en fait, je vous dis qu'en fait, qu'il y a un seul allèle. Donc ici, ils ont simplifié le problème en disant, dans le cas des récepteurs olfactifs, on va n'exprimer qu'un seul allèle, donc il n'y a pas de problème de conflit entre les deux allèles. D'accord ? Un peu comme dans le système immunitaire aussi. Dans le système immunitaire, il n'y a qu'un seul des allèles qui est exprimé pour les immunoglobulines, qui permet donc d'éviter qu'une cellule B n'exprime deux anticorps différents. Donc on va commencer à voir un petit peu comment se fait cette décision. Donc on a un petit peu regardé au gène de spineless, c'est un assez gros gène, de l'ordre de 60 à 84 kilobases. Il y a un promoteur, d'accord, bien sûr, et il y a en jaune, ce sont les exons, donc les exons. Et en fait, on a donc commencé à regarder un petit peu ce qui se fait là-dedans. On a découvert un petit élément dans le premier intron de spineless qui, lorsqu'il est attaché à un promoteur de base, arrivait à exprimer la LAC-Z dans toutes les cellules R7. Donc c'est bien, parce que c'est dans les cellules R7, là où elles doivent être exprimées, mais le problème, c'est que dans toutes les cellules R7, et donc ce n'est pas du tout stochastique, donc il faut essayer d'imaginer un système qui permettrait à cette expression dans tous les R7 d'être réprimée dans une sous-ensemble de cellules R7.
En fait, en disséquençant, on a réussi à comprendre ce qui se passait, quels étaient les silenceurs, ceux qui permettent de rendre silencieux l'expression de R7 dans une partie. Et en fait, on peut donc cartographier le gène, s'apercevoir qu'en fait, on a après 60 kb sont suffisants pour reproduire l'expression de spineless dans les cellules R7. Mais dès qu'on commence à grignoter un petit peu les bouts, on s'aperçoit que soit on grignote de la partie 5', soit de la partie 3'. Dès qu'on grignote un peu là-dedans, on perd l'expression stochastique et on devient une expression qui est purement de type dans toutes les cellules R7. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir deux séquences en 6 qui sont capables d'éteindre le gène dans une partie des cellules R7 et de façon stochastique. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est de reproduire ça. Donc à nouveau, si on fait un minimum, une construction minimum, on prend un promoteur de base, on y accroche l'enhancer tout exprimé dans toutes les cellules R7. À ce moment, si on accroche l'un des répresseurs, on s'aperçoit qu'on recrée une expression stochastique qui nous dit donc en fait, c'est en réduisant la taille du système au minimum, on arrive à reproduire une expression stochastique dans ce système-là, et donc qui permet de voir qu'en fait l'expression de LAC-Z correspond à une expression qui n'est pas dans toutes les cellules R7. Cependant, si on fait ce genre de système, le problème que l'on a ici, c'est qu'en fait l'expression stochastique, là où le gène LAC-Z est exprimé, n'est pas celui où le gène endogène est exprimé. Donc en fait, il peut exprimer. Donc ça veut dire qu'il a une expression stochastique, mais qui n'est pas forcément au bon endroit. Donc c'est deux expressions stochastiques différentes qui dépendent sûrement du fait qu'ici, on n'a qu'un seul élément de répression, alors qu'en fait, naturellement, il y a deux éléments de répression. D'accord ? Donc, ce qu'on peut voir d'abord, c'est qu'il y a une expression endogène, d'accord, et une expression de ce rapporteur. D'accord ? Donc on peut poser la question, est-ce que ces deux expressions sont dépendantes ou indépendantes ? Et en fait, bon, c'est un petit peu une image un peu compliquée, mais si on peut s'apercevoir qu'en fait, ça c'est une homatidie, donc cette homatidie exprime donc le spineless, puisqu'ils expriment rhodopsine 4, mais pas la LAC-Z. Ici, il exprime spineless et la LAC-Z. Ici, il exprime ni LAC-Z, ni la en fait, j'ai toutes les différences. Donc en fait, on peut avoir une expression qui est au hasard, les deux reporters, et le reporter et le gène endogène, sont exprimés de façon stochastique, mais qui ne se chevauchent pas. Donc deux expressions stochastiques, parce qu'en fait, ils n'ont pas exactement le même type de régulation. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, il va se passer la chose suivante, c'est que vous avez donc un promoteur qui va être sous le contrôle de cet enhancer, qui va lui permettre d'exprimer dans toutes les cellules R7. Et donc, si la chromatine est dépliée, avec toutes sortes d'éléments régulateurs qui vont être impliqués, par exemple, vous le verrez dans l'accrochage de ces gènes de l'un à l'autre, vous pouvez avoir donc une expression qui va se faire. Mais si par contre, les deux répresseurs vont se mettre ensemble, ça va réprimer l'expression de ce gène, et donc vous aurez une expression stochastique. Donc en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de cette chromatine, on va avoir une expression ou une autre expression. Tout ça, c'est très bien, comme je vous le disais, mais il y a un problème, si chacun, ça se fait au niveau de chacun des gènes, donc qu'est-ce qui va se passer si, en fait, on a deux expressions qui sont en conflit entre les deux allèles de spineless. Donc, on peut essayer d'utiliser ça en regardant un petit peu en utilisant la génétique de la drosophile, qui bien sûr est très facile. Donc, on a deux allèles de spineless, chacun s'est exprimé à leur fréquence naturelle. Dans ce cas-là, 67%, vous apercevez une expression très robuste. 67% des cellules R7 expriment spineless de façon très robuste, et elles expriment spineless. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est soit l'un ou l'autre, c'est bleu ou c'est rouge, c'est pas entre les deux, d'accord ? Donc, une expression très robuste. Maintenant, on peut savoir, est-ce qu'il y a une expression qui est monoallélique ? Ce qu'on peut faire, c'est maintenant prendre un gène spineless qui est mutant, d'accord, où en fait il n'y a pas d'expression ou très très peu d'expression parce que l'activateur est très réprimé. Donc en fait ce qui se passe, c'est que très très peu d'expression de 3%. D'accord ? Bon, très intéressant, mais pas plus que ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un hétérozygote, on va prendre un de ces allèles qui est exprimé dans très très peu de cellules et le mettre en trans sur une déficience. D'accord ? Donc il n'y a rien de l'autre côté. Et on a encore moins d'expression, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul des allèles qui marche, donc on n'a pratiquement pas d'expression de spineless là-dedans. D'accord ? Ce qui devient intéressant, c'est que maintenant, ce qu'on va mettre en trans, c'est non pas une déficience, une délétion, mais en fait un gène spineless qui a le gène, la séquence les séquences de promoteurs normales, mais qui n'a pas qui ne produit pas de protéines actives. D'accord ? Donc c'est un gène qui est nul, puisqu'il n'y a pas de protéines actives qui ça produit. Et malgré tout, malgré ça, on s'aperçoit que même si on a un gène qui n'est pas actif du tout, d'une manière qui est un petit peu difficile à comprendre, cette partie régulatrice apparaît activée
l'autre, le gène actif, qui pouvait permettre de produire une phase codante jaune active. Donc ce que ça semble indiquer, ce qu'on appelle transvection, c'est qu'en fait les deux allèles, qui sont bien sûr sur deux chromosomes différents, sont capables de se parler, et que cet allèle qui n'est pas capable de produire une protéine est capable de parler à l'autre allèle et doit être exprimé dans mon pattern, et donc d'être exprimé dans à peu près une certaine proportion de ces neurones. Donc en fait, il y a un sauvetage de ce mutant-là par l'autre mutant. Deux mutants donc il y a un système qu'on peut expliquer en fait chez la drosophile. Dans la chez la drosophile, c'est peut-être pas quelque chose qui est très courant, c'est qu'en fait, chez la drosophile, les deux chromosomes sont en fait appariés l'un à l'autre. Donc les deux chromosomes 3 sont appariés, les deux chromosomes 2 sont appariés, les deux chromosomes X sont appariés, ce qui rend peut-être les choses un petit peu plus faciles à comprendre. Comment, si les gènes sont appariés, on peut avoir deux allèles qui se parlent, il n'y a pas quand même de grand chemin à faire pour pouvoir se parler. On peut faire la même chose maintenant de l'autre côté, c'est qu'en fait un gène maintenant qui va être exprimé dans tous les cellules R7, dans 100% des cellules R7, d'accord. Et on va le mettre à travers une déficience, et dans ce cas-là, il va être exprimé dans 100% des cellules R7. Mais si en trans, on met la même chose, le même gène qui était mort, qui n'est plus de phase codante, ce gène mort maintenant qui va atténuer l'expression du gène spineless qui est exprimé dans 100%, l'atténuer de telle sorte qu'il n'est plus qu'une moyenne qui est entre l'expression normale de 65-70% et l'expression à 100% qu'on avait dans le mutant. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez un système où les deux allèles constamment se parlent l'un à l'autre et sont capables de se réguler. Donc ce qui se passe, ce que l'on pense qu'il se passe, c'est que les deux allèles se parlent l'un à l'autre et en fait, chacun va prendre une décision qui va être autonome, et ensuite ils vont revenir ensemble et vont dire OK, mais on va soit décider ensemble d'être on, ou soit ensemble d'être off. D'accord ? En fait, je vous disais que les deux allèles étaient en fait que les deux chromosomes des drosophiles sont en fait appariés. En fait, même si on bouge ce gène ou ce gène-là sur une autre chromosome, ce phénomène se passera quand même. On arrivera toujours à avoir un appariement entre les deux, dans la mesure où en fait, il y a des séquences régulatrices qui sont en amont, qui sont capables de se trouver même à grande distance dans le nuage, de se trouver l'un à l'autre, de s'apparier et d'arriver à avoir cette régulation. Donc on commence à comprendre de mieux en plus, de plus important, et Edith Heard en particulier a montré ça de façon très brillante, comme quoi le chromosome avait vraiment une structure organisée où en fait différentes régions du noyau sont capables de se parler. Ici on voit qu'en fait on a des régions spécifiques qui sont capables de se parler pour un but bien précis de coordonner l'expression de ces deux allèles de spineless afin qu'ils arrivent à prendre une décision bien précise. Si c'est vrai, ça voudrait dire qu'en fait si on regarde sur un chromosome ces deux allèles, ils devraient être normalement appariés, on ne devrait voir qu'un seul point. Et ça fait, donc on pourrait penser que ces deux allèles ne sont pas comme ça, en fait ils sont toujours appariés l'un à l'autre. Et en fait si on regarde précisément, ça c'est le travail d'un ancien de mes postdocs, Robert Johnson, qui est maintenant à son propre laboratoire à Hopkins, et en fait vous apercevoir que chacun des noyaux a pratiquement toujours un seul point, et non pas deux points qui devraient incorporer. Donc c'est une sonde pour le gène spineless. Cette sonde montre en fait qu'il y a un seul point de spineless qui correspond donc au fait que les deux allèles sont appariés l'un avec l'autre. On a quelques petits exemples de signaux. Pour être précis, même si c'est vrai ici, on n'arrive pas à avoir une corrélation entre ceux qui sont exprimés ou ceux qui ne sont pas exprimés. Donc, quelle que soit la situation, les deux allèles sont toujours l'un avec l'autre en se parlant en trans. Okay. Donc ça, c'est chez la drosophile. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse malgré tout, c'est ce qui se passe un petit peu chez des animaux supérieurs, par exemple chez l'homme. Or, chez l'homme, si on regarde notre rétine, et ça c'est une image qu'on appelle d'optique adaptive, c'est des principes qui sont utilisés par les gens qui regardent un petit peu les étoiles. En fait, il y a pas mal de perturbations dans l'atmosphère, donc ils envoient, pour arriver à avoir des images claires des étoiles, ils envoient un signal dans l'atmosphère qui revient immédiatement, et en fonction des perturbations, il y a des micro-miroirs qui sont capables de s'adapter, de permettre à ce que l'image soit beaucoup plus précise. Donc on fait la même chose, on envoie un rayon laser sur notre cornée, qui est toujours déformé, qui a beaucoup de déformités, et en fait on arrive à voir très précisément ce qui se passe derrière. Donc ça c'est une photo d'un patient qui est en fait vivant. Les couleurs sont en fait artificielles, mais on sait qu'en fait, en fonction de la réponse de la lumière qu'on rend, il est vraiment bleu, vert et rouge. Donc ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que c'est au niveau de la fovea, donc au centre de l'œil, la partie de l'œil que vous utilisez à l'heure actuelle pour vous regarder au tableau. Ce qui se passe là, c'est qu'en fait, vous avez toutes sortes de photorécepteurs, mais qu'on ne peut pas prédire quel photorécepteur va être rouge, vert ou bleu. D'accord ?
Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est comme ça, et là, dans ce cas-là, on sait relativement bien pourquoi c'est comme ça, ou en tout cas, on a un modèle pour faire utiliser ça, mais la manière dont vous devez comprendre, c'est non seulement pourquoi, mais comment est-ce que ça se fait aussi, d'accord ? Bien sûr, si vous perdez la capacité d'exprimer un de ces photorécepteurs, par exemple, si vous obtenez vous perdez votre récepteur au rouge, vous verrez que si vous allez sur votre marché, vous aurez du mal à juger de la qualité des fruits, parce que vous serez daltonien, d'accord ? Et donc, il y a toutes sortes de daltonie qui existent en fonction de la perte des photorécepteurs bleus, rouges ou verts. Et donc, la question de savoir comment ça se fait et pourquoi ça se fait, d'accord ? Pour comprendre comment ça se fait, il faut en fait revenir un petit peu en arrière au niveau des singes. D'abord, si je reviens en arrière au niveau du poisson, vous vous rappelez les poissons ? Les poissons avaient cette belle rétine très magnifique grille de 4 types de photorécepteurs en UV, bleu, rouge et vert. Et en fait, ce sont ces tétrachromates, ils voient très très bien la couleur. Ceci dit, je vais vous faire une histoire évolutive un peu caricaturale. Lorsque les poissons sont sortis de l'eau et sont devenus des mammifères sur Terre, ils arrivaient sur Terre alors que la Terre était en fait gouvernée par les dinosaures. Les mammifères sont restés donc très petits et en fait n'ont perdu et ont vécu la nuit. Et quand on vit la nuit, les cônes ne sont pas très fonctionnels. Ceci dit, on a donc perdu notre vision des couleurs. Donc la plupart des animaux, des mammifères, ne voient pas du tout les couleurs. Donc le toréador qui voit le taureau qui voit la cape rouge, en fait, il voit quelque chose qui bouge devant ses yeux, il ne voit absolument pas le rouge. Votre chat, votre chien, ne voit absolument pas les couleurs, d'accord ? Les souris de laboratoire, en fait, sont des animaux qui sont pratiquement aveugles, en tout cas, ils ne voient pas les visions des couleurs. Maintenant, au niveau des singes, et en particulier des singes donc, par exemple, les souris n'ont que 2 types de couleurs. Ils ont soit un bleu, soit un vert. Donc, ils sont dichromates, mais c'est une très, très faible répartition. D'accord ? Par contre, chez les singes du Nouveau Monde, qui sont en effet des singes qui sont plus distants de nous, ce que vous avez, c'est que vous avez un gène pour le bleu et vous avez un gène qui va être vert. Mais en fait, il y a 2 allèles qui sont dans la population. Des fois, cet allèle est un allèle vert, des fois, c'est un allèle rouge. Donc, chez un animal donné, il y a soit le bleu et le vert, soit le bleu et le rouge, sauf si cet animal était hétérozygote, et qu'en fait, il peut avoir à la fois un allèle vert et un allèle rouge. D'accord ? En fait, le problème là, c'est que si en fait vous aviez un gène bleu, un gène vert et un gène rouge, mais ça c'est le même gène, sauf ces 2 allèles différents, il est fort possible que ces 2-là vont être exprimés en même temps, et donc on aura un problème puisque le photorécepteur va à la fois voir le vert et à la fois le rouge, ce qui n'est pas possible puisqu'en fait ça ferait un récepteur qui serait hybride. En fait, la nature fait bien les choses puisqu'en fait ce gène-là est en fait posé sur le chromosome X. Donc les mâles n'ont pas de problème, ils sont dichromates, ils voient soit le bleu et le vert, s'ils ont hérité dans leur chromosome X du vert, soit le bleu et le rouge, s'ils ont hérité du chromosome rouge de leur père, et donc ils vont être dichromates. Par contre, les femelles vont avoir 2 allèles, l'allèle vert et l'allèle rouge, qui ne peuvent pas exprimer dans la même cellule, puisqu'en fait ça poserait un problème, mais n'oubliez pas que chez les femelles, vous avez l'activation du chromosome X qui est au hasard, ce qui en fait, la moitié des chromosomes X va éteindre le gène vert et l'autre moitié va éteindre le gène rouge. Ce qui fait qu'en fait, les femelles de ces singes du Nouveau Monde sont en fait trichromates, si elles sont en fait hétéroalléliques, puisqu'elles expriment soit le bleu ou le vert ou le rouge en fonction du chromosome qui a été inactivé dans une partie de la rétine. Donc c'est très intéressant, puisqu'en fait, ces singes du Nouveau Monde ont une trichromatie qu'ils ont acquis, mais uniquement chez les femelles. En fait, il y a un papier intéressant que j'ai lu, c'est que lorsque ces singes vont dans la forêt pour aller chasser, pour aller trouver des fruits, ils s'arrangent toujours pour prendre avec eux une femelle qui est hétérozygote, qui ont ces 2 gènes, puisqu'en fait, elle a une meilleure vision des couleurs, elle arrivera à voir quels sont les fruits qui sont mûrs. Donc, bon, maintenant, ce qui se passe chez les singes du Nouveau Monde, c'est un petit peu différent. Chez les singes du Nouveau Monde, vous avez donc la même construction, mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il va y avoir une duplication du gène vert. Okay, j'ai un petit problème. Donc, en fait, c'est une duplication du gène vert. C'est qu'en fait, maintenant, vous avez 2 allèles qui sont en fait un seul allèle qui va avoir les 2 gènes l'un sur l'autre. Vous avez le rouge et le vert l'un après l'autre, d'accord ? Et qu'en fait, la nature a oublié de dupliquer la région de contrôle de ce gène, ce qui fait qu'en fait, la région de contrôle va soit parler au vert,
soit par les hauts jaunes que je n'ai pas là, ce qui fait qu'il va y avoir une exclusion entre ces deux types de coloration. Ce qui fait que même si c'est sur le chromosome X, même si c'est un mâle, le mâle va soit choisir d'exprimer le rouge, soit d'exprimer le vert qui est ici, parce que en fait, la partie promotrice ne peut choisir que l'un ou l'autre. Donc en fait, pour la raison pour laquelle nous sommes trichromates, c'est parce qu'en fait, on a cette construction-là, et donc en fait, même les hommes, les mâles, sont capables de voir en 3 couleurs le bleu, le rouge et le vert, et de telle manière que chacun des photorécepteurs exprime de façon spécifique. D'accord ? Donc en fait, ça a reconstruit cette mosaïque. Donc la raison pour laquelle on a cette mosaïque, c'est qu'en fait, vous avez un choix dont je vais vous parler maintenant entre le rouge, vert et le bleu. Donc on arrive à comprendre comment le bleu se fait, je vais vous le dire. Et entre le rouge et le vert, ça se fait de façon stochastique, puisqu'en fait cet élément choisit soit le vert, soit le rouge qui est ici, au hasard, d'accord ? Et donc en fait, il y a une expression qui est stochastique. Donc on devient trichromate. Et donc en fait, la raison pour laquelle cette rétine est tout à fait désorganisée par rapport à celle du poisson, c'est parce qu'en fait, on a perdu la vision des couleurs et qu'on l'a retrouvée par cette duplication du gène vert en un gène rouge et cette reconstruction où on permet d'avoir la partie régulatrice de ne parler qu'à un seul de ces gènes, et donc d'être soit vert, soit rouge. Donc, ce que je vais vous parler maintenant, c'est enfin le travail de toujours ce même ancien postdoc de moi, mais c'est dans son propre laboratoire, par cette étudiante très brillante, qui essaie d'analyser comment se faisait cette régulation de la vision des couleurs chez l'homme. Puisqu'en fait, soit on peut utiliser chez l'homme ou dans les singes du vieux monde, qui sont toujours très difficiles à analyser, et donc on ne peut pratiquement rien faire là-dessus. Ils se sont dit qu'en fait, si on peut utiliser des organoïdes, on pourrait essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, quand vous le savez, donc la question qu'il faut se poser, c'est comment on va arriver à comprendre comment se fait le choix entre un cône bleu ou un cône rouge ou un cône vert. En fait, il y a 2 décisions qui vont se faire de façon successive. D'une part, on va commencer à choisir entre bleu et rouge ou vert, et d'autre part, on va choisir entre vert et rouge, d'accord ? Qui correspond à la description évolutive que je vous dis, puisqu'en fait, chez les souris, par exemple, vous avez uniquement le bleu et le vert, et ensuite la duplication chez l'homme permet de faire une deuxième décision entre rouge et entre vert, d'accord ? Donc 2 décisions successives qui nous permettent d'avoir notre trichromatie bleu, rouge et vert, d'accord ? Donc il était pratiquement impossible de faire quoi que ce soit chez l'homme, puisque pour des questions techniques, et il y a quelques années, Yoshiki Sasai, qui est un scientifique de Kobe au Japon, a présenté la manière de faire des rétines in vitro. C'est-à-dire qu'ils prennent des cellules souches, ils les différencient en neurones, et ensuite ils les poussent dans des interdirections pour devenir des rétines. Et on a des rétines, des yeux qui poussent donc devant nous. Et ces rétines sont magnifiques, elles ont vraiment tout, vous allez voir tous les photorécepteurs. Il n'y a pas trop de rétines ganglioncelles qui ne résistent pas très longtemps, mais des rétines qui sont vraiment organisées, qui ressemblent vraiment à des rétines humaines. Et donc on peut maintenant essayer d'utiliser in vitro, commencer à analyser comment ces rétines se développent. Vous êtes sûrement au courant que Yoshiki Sasai a une fin un petit peu dramatique, puisque à la suite d'un scandale qui s'est passé au Japon de falsification de données dans un domaine des cellules souches, Yoshiki, qui était le patron de cet institut, s'est suicidé, s'est pendu dans l'escalier de son institut. C'est un peu triste à la mesure où c'est quand même quelqu'un qui avait fait un travail magnifique. OK. Donc, comment cela fonctionne ? On prend des cellules souches, et ces cellules souches peuvent être n'importe quoi. Elles peuvent soit des cellules souches humaines, qu'on provient du fœtus avorté, mais ça peut être aussi des cellules iPS, qu'on peut donc dédifférencier à partir de cellules de n'importe quel tissu humain. Donc, on peut prendre ça de n'importe quel patient, et on peut arriver donc à prendre des tissus d'un patient, les différencier et les faire pousser, et ensuite on va les pousser à devenir des cellules nerveuses en mettant les facteurs de croissance qui sont appropriés pour qu'elles se développent d'un côté nerveux. C'est un petit peu de la cuisine, c'est un petit peu du hasard, c'est un petit peu de la chance, mais ça marche relativement bien. Et donc ces cellules vont se développer de façon spontanée en cellules nerveuses. Et on peut les pousser soit à devenir des organoïdes de cerveau. Il y a commencé à avoir des organismes de cerveau qui sont tout petits, des organismes humains relativement, qui sont vraiment bien avec des couches de cerveau, etc. Mais on peut aussi les pousser à devenir des rétines. Donc en fait, vous avez ici des rétines qui commencent à se développer. Donc on peut par exemple prendre une coupe optique qui va en fait devenir une rétine, qui va s'invaginer et va avoir toute la structure d'une rétine avec tous les photorécepteurs, toutes les cellules qui sont normalement dans une rétine. Donc ici, c'est la tête qu'elles ont. Donc une rétine, ça paraît très joli, mais en fait, sur ce qui se passe au niveau des cônes, par exemple, vous avez une distribution
de cônes bleus et de cônes verts. Pour des questions techniques, on n'arrive pas à distinguer entre les cônes rouges et les cônes verts parce que la différence entre un cône rouge et un cône vert, c'est uniquement l'expression de la rhodopsine rouge et de la rhodopsine verte qui se ressemblent énormément. Je crois que 3 ou 4 acides de différence. Donc on n'arrive pas à avoir d'anticorps qui sont capables de distinguer entre ces deux. Donc pour l'instant, la seule manière d'arriver à voir si c'est bleu ou rouge ou vert, c'est de faire des transgènes et non pas de faire des anticorps parce qu'on n'arrive pas à le voir comme ça. Donc vous voyez que très bien que cette rétine va commencer à produire toutes sortes de photorécepteurs, des cônes, et ces cônes soient soit bleus, soit verts, et c'est à peu près la bonne proportion. D'accord ? Ce qui permet que là, on a dans notre incubateur des rétines 291 jours. Ça veut dire que c'est des rétines qui ont déjà pratiquement 1 an. Et ça pousse sans antibiotiques. Donc c'est des expériences qui sont assez délicates à faire, qui sont très longues à faire, et mais qui malgré tout donnent des résultats assez surprenants. Puisque maintenant on peut manipuler ces cellules-là, on peut en faire ce qu'on veut, on peut faire du CRISPR, on peut faire des mutations, on peut les traiter avec des hormones, on peut faire exactement tout ce qu'on veut. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est de voir comment ça se développe au cours du temps. Et on s'aperçoit qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'en fait, au bout de 5 mois, on n'a que des cônes bleus, mais si on attend un petit peu longtemps, on commence à voir l'apparition de cônes verts, et plus tard, on a une prédominance, une prépondérance de cônes verts rouges, enfin des cônes verts rouges entre les deux. D'accord ? Donc on récapitule vraiment ce qui se passe au cours du développement, et c'est pratiquement le développement normal d'un organisme, d'un fœtus humain, puisqu'en fait, comme vous le savez, les cônes se développent tard au cours du développement. En tout cas, la vision des colonnes, c'est tard au cours du développement. Donc on peut faire des graphiques, mais c'est toujours le travail de Bob Johnson. Et donc au début, on n'a pratiquement pas de verts, puis les bleus arrivent, et ensuite les verts commencent à s'accumuler, et commencent à s'accumuler jusqu'à ce que chez l'adulte, au bout de pratiquement 1 an, on arrive à avoir la proportion entre bleu et vert in vitro dans notre incubateur. Donc, d'expériences chez le poisson avaient indiqué que le récepteur à la thyroïde était capable de distinguer entre les bleus et les verts rouges. Donc, ce qu'ils sont amusés à faire, de voir un petit peu, est-ce qu'on peut manipuler in vitro, dans ce test tube, la présence de récepteurs de thyroïde, et voir un petit peu si ça peut avoir un effet. D'accord ? Donc, si on enlève le récepteur de la thyroïde, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on fait un CRISPR chez des cellules qui peuvent être n'importe quel individu, donc qui peuvent être des cellules iPS qui sont dédifférenciées, qui ont été induites de devenir des rétines. On peut faire donc une mutation du récepteur de la thyroïde. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, c'est qu'au lieu d'avoir une rétine qui contient à la fois des récepteurs, des cônes bleus et des cônes rouges et verts, on a uniquement des cônes bleus. Qui correspond au fait qu'en fait, le récepteur de la thyroïde, la thyroxine, est capable est nécessaire pour amener à la formation de ces cônes verts que l'on trouve un petit peu plus tard au cours du développement. D'accord ? Donc en fait, le problème, c'est qui est-ce qui régule l'expression du récepteur de la thyroïde ? Bien sûr, c'est les hormones thyroïdiennes, en particulier T3, qui a donc 3 iodes sur la molécule de thyroxine. D'accord ? Et le problème, c'est que, donc, ce qu'on peut s'imaginer, c'est que peut-être un petit peu tard au cours du développement, on va avoir l'expression, la production de T3, de l'hormone T3 thyroïdienne, qui va donc permettre de transformer maintenant les bleus en verts, ou en tout cas de faire que les prochains photorécepteurs cônes qui vont se produire vont être verts et non pas bleus. En fait, si on traite ces explants, c'est pas des explants, ces organoïdes avec de l'hormone thyroïdienne, on s'aperçoit qu'on transforme pratiquement tout le monde en cônes verts qui correspondent en fait au fait que la régulation se fait certainement par l'intermédiaire de l'hormone thyroïdienne. Ceci dit, on a un petit problème ici, c'est qu'en fait, on est dans une boîte de pétri, et dans une boîte de pétri, il n'y a pas d'hormone thyroïdienne, enfin, il n'y a pas en tout cas de glande thyroïdienne. Donc, s'il y a une régulation, c'est certainement pas au niveau global, au niveau systémique de la production de thyroxine par la glande thyroïdienne, puisqu'en fait, tout se passe ici en l'absence totale de glande thyroïde. Donc la question, c'est qu'est-ce qui régule la production de T3 ? Et donc en fait, il y a pas mal de biochimie qui a été faite. Et en fait, il y a donc 2 hormones thyroïdiennes, T4 et T3, qui doivent être produites soit du milieu d'incubation, soit qui est produit localement, on ne sait pas trop. Et il y a une enzyme, qui est une dionidase, qui en fait enlève les iodes de ces molécules et va donc les rendre inactives. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la présence des déionidases dans ces organoïdes, on s'aperçoit qu'en fait, les déionidases sont exprimées très tôt au cours du développement. Donc en fait, la raison pour laquelle
il n'y a pas d'hormone thyroïde active et que le récepteur thyroïdien n'est pas actif, qui permet de la production de cônes bleus, c'est simplement qu'il y a un excès de cette dionidase qui en fait détruit toutes les hormones thyroïdiennes T3 et T4 qui peuvent être présentes. Très bien, d'accord? Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, en la présence de cette hormone dionidase, très tôt, il n'y a plus d'hormone de production de T3, on produit donc avant tout des cônes bleus. Maintenant, comment arrivons-nous à donc produire des hormones qui permettent le développement des cônes verts? Simplement, c'est qu'il y a une autre enzyme qui est la dionidase 2 qui, elle, va enlever l'un des iodes de l'hormone T4 pour la rendre active comme T3. En fait, T4 est une sorte de pré-hormone dans la mesure où elle est très peu active. T3 est beaucoup plus active que T4. Donc la présence de l'enzyme dionidase 2 serait capable de transformer T4 en T3, le rendre actif et à ce moment de pousser le système vers le développement des cônes bleus et verts. Et en fait, si on regarde quand est-ce que la dionidase 2 est exprimée, c'est parfait, puisqu'en fait, la dionidase 2, vous voyez, elle est exprimée, elle va grimper au cours du temps, elle va se produire, et donc permet de transformer tout ce qui est présent en T4 et en T3, et donc de permettre la production de cette hormone qui va permettre la production des cônes bleus et verts. D'accord ? Et donc, ça permet, grâce à cette présence de dionidase 2 tard au cours du développement, de produire des cônes bleus-verts, bleus ou verts. Donc ça vous donne une idée un petit peu de la puissance de ce type d'organoïdes. Ce qu'on arrive maintenant à produire, c'est qu'en fait, on peut utiliser... La présentation est un petit peu grosse, elle a du mal à avancer. Donc on peut utiliser ces organoïdes pour arriver à poser toutes sortes de questions dans ces systèmes qui jusqu'à présent étaient absolument inaccessibles, en particulier les systèmes humains. Donc, dans le cas de la rétine, ce qu'on peut utiliser, c'est comment en fait se fait le développement de ces cônes bleus par rapport aux rouges ou verts. Mais on peut aussi utiliser maintenant comment se fait le développement des rouges par rapport aux verts. Une autre spécificité de la rétine humaine, c'est qu'on a ce qu'on appelle une fovea. Donc, en fait, c'est qu'au niveau au centre de la rétine, ce qu'on utilise pratiquement tout le temps, on a une énorme concentration de cônes, bleus, verts et rouges, même plus verts et rouges que bleus, qui va être uniquement dans ce 2 ou 3 degrés de la rétine et qui n'existe que chez l'homme. Donc on peut essayer de voir comment cette fovée se crée, puisqu'en fait cette fovée, c'est ce qui va dégénérer dans toutes sortes de maladies génétiques de l'homme, en particulier de la vieillesse. Donc on peut avoir des modèles qui vont être vraiment des modèles très précis qui permettent de reproduire ce qui se passe au niveau de développement d'un organe humain. On peut maintenant faire ça avec toutes sortes d'organes, l'intestin, la peau et même des cerveaux humains. Comme je vous le disais, on arrive à avoir des cerveaux qui sont relativement bien en couche. On peut voir la migration des interneurones. Donc on peut étudier ce qui se passe et en particulier on peut étudier ce qui se passe dans des cerveaux qui sont malades, puisqu'on peut prendre des cellules de gens qui ont des maladies génétiques comme des microcéphalies par exemple et les analyser pour voir ce qui se passe, ou des gens qui ont atteint de Zika, de voir un petit peu ce qui se passe. Donc des systèmes très précis qui permettent de recomprendre ce qui se passe au niveau du développement de ces organes humains. En finissant, je vais vous donner un petit goût de ce dont je vous parlais le dernier jour, le dernier de mes cours, où en fait, c'est de poser la question, c'est pourquoi en fait est-ce qu'on a choisi cette distribution stochastique. Dans le cas du système olfactif, je vous ai dit simplement que c'est la seule manière d'arriver à produire 1400 gènes exprimés dans 1400 récepteurs différents. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Dans le cas de la rétine humaine, c'est un petit peu par hasard, où en fait, en perdant notre vision des couleurs, en la reconstruisant avec ce système de duplication, cette expression aléatoire à partir du même promoteur, ça peut permettre d'exprimer comment ça s'est fait, même s'il n'y a pas une très bonne raison pour laquelle ça se fait, qui en fait pose des problèmes techniques assez difficiles pour la rétine. Puisqu'en fait, comme je vous le disais, si en fait vous avez... Donc si vous avez un gène avec le vert et le rouge, d'accord ? Et vous avez un seul élément régulateur qui va soit choisir le vert, soit choisir le rouge, d'accord ? Donc la seule différence qu'il va y avoir entre un photorécepteur qui choisit d'être vert et le photorécepteur qui choisit d'exprimer le rouge, c'est que l'un va exprimer la rhodopsine verte, l'autre va exprimer la rhodopsine rouge. Il n'y a aucune différence entre les deux, d'accord ? Aucune différence. Comme je vous le disais, la seule différence entre le rouge et le vert, c'est qu'en fait, il y a de l'ordre de 3 à 5 aminoacides qui sont différents entre les deux. Donc en fait, c'est deux photorécepteurs qui sont différents par 3 ou 4 acides aminés, si on peut parler comme ça. La question se pose, c'est comment la nature va arriver à trouver ce récepteur vert va se connecter au système en aval vert, à des rétines ganglions de sel verte, celui-là comment est-ce qu'ils vont réussir à trouver leur cible ?
C'est un petit peu la question que je poserai la semaine prochaine. Dans le cas de l'homme, on n'a absolument aucune idée de comment ça va se passer. Comme je vous le disais, la seule solution qu'on dit maintenant, who fires together, wires together. C'est-à-dire qui sait qui, ceux qui vont répondre ensemble vont se connecter ensemble. C'est un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose. Ceci, c'est l'explication la meilleure qu'on ait trouvée jusqu'à présent. D'accord ? Donc ceux qui voient les mêmes couleurs en même temps vont tendance à avoir trouvé les mêmes cibles. Même si les spectres d'absorption de rouge et du bleu et du vert sont vraiment très, très chevauchants de l'ordre de cet ordre-là. Donc c'est vraiment très difficile d'imaginer comment ça peut se connecter. Donc chez l'homme, il semble que ce soit un petit peu un accident de parcours que la distribution stochastique des photorécepteurs des cônes dans la rétine humaine, un accident de parcours qui pose des problèmes techniques au niveau de la résolution. Ceci dit, le cerveau est quand même très plastique et capable de s'adapter à ces situations. Et la plus belle expérience qui a été faite, c'est qu'en fait, on a pris un singe du Nouveau Monde, donc un singe qui est dichromate, et on lui a mis le cluster humain, on l'a rendu trichromate en utilisant le même système ici, on a transplanté ça par des transgénèses. Et ces singes sont devenus trichromates. Ils sont capables de voir en trichromatie, même si leur cerveau n'était pas vraiment adapté à avoir de la trichromatie. La même chose a été faite chez la souris. On a rendu des souris trichromates et elles sont apparemment capables de discriminer parmi les couleurs. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, une réponse sensorielle qui n'était pas prévue dans le programme de la souris ou du singe du Nouveau Monde est capable de se créer et d'arriver à fonctionner, même s'il n'avait jamais été prévu pour ça. D'accord ? En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que chez les insectes, je vous ai parlé de la drosophile, qui a cette magnifique distribution stochastique de photorécepteurs dans sa rétine. Et là, il n'y a pas de raison précise pourquoi il y a ce spineless. Et en fait, cette distribution stochastique est extrêmement bien conservée. On la trouve chez pratiquement tous les insectes. D'accord ? Et donc, on peut se dire qu'en fait, on ne comprend pas très bien pourquoi. Et en fait, j'ai parlé à pas mal de gens, de physiciens, de biologistes. Il n'y a jamais personne qui a réussi à trouver une explication pourquoi une distribution stochastique pouvait se faire. Dans la mesure où c'est un choix binaire, donc ce n'est pas très compliqué de faire une distribution déterministe, puisqu'en fait, un choix binaire, c'est très facile à faire d'un point de vue génétique. Donc pourquoi ça se fait comme ça, on ne le sait pas trop. Donc l'explication qui pouvait, c'est qu'en fait, vous savez, les mouches sont un petit peu bêtes, peut-être qu'elles ne savent pas faire une distribution déterministe au niveau de la rétine. Donc on se posait presque la question, et un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email. C'était en fait un ingénieur qui travaillait qui construit la boîte de vitesse du 787. D'accord, donc quelqu'un qui n'a rien à voir avec... Ça vole un petit peu, mais enfin ça vole bien même. Et donc il construit ça, mais le soir, il aime bien prendre des photos d'animaux dans son jardin, à partir des insectes. Et un jour, il m'a envoyé cette photo, il m'a dit, Docteur Desplan, écoutez, je sais que vous êtes intéressé par la distribution stochastique des photorécepteurs chez les insectes. Je trouve que ça, c'est un petit peu un contraste avec ce que vous dites, puisqu'en fait, c'est une mouche que je trouve dans mon jardin, qui s'appelle une Dolichopodidae, et qui est tout sauf stochastique. C'est qu'en fait, vous avez des rangées de rouge, vert, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune. Il y a une petite erreur là, mais c'est pratiquement parfait. D'accord ? Donc, en effet, les mouches sont capables de faire une distribution déterministe très précise. Donc, on s'est dit, on a un petit peu sauté au plafond. J'ai dit, c'était très intéressant. Et ça fait peut-être même 3-4 ans maintenant. Et pratiquement toutes les semaines, il m'envoie des photos d'animaux. C'est comme quoi le travail de biologie, de sciences naturelles, ne se fait plus maintenant subventionné par le CNRS, il se fait subventionné par des volontaires qui aiment faire ça, qui font ça pour leur plaisir. Donc on a regardé un petit peu dans l'œil de cet animal. Donc ça, c'est la distribution stochastique de l'œil de drosophile, et ça, c'est celle de cette Dolichopodidae. Et vous voyez, c'est toujours les deux, la rhodopsine bleue et la rhodopsine verte. Vous voyez très bien qu'elles sont distribuées cette fois-ci de façon tout à fait déterministe. En fait, on a un rang de domatidie vert, un rang bleu, un rang vert, un rang bleu, un rang vert, un rang bleu. Et en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu comment l'œil de drosophile se développe, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, vous savez que ça se développe comme une vague de différenciation qui va de la partie postérieure à la partie antérieure. Et en fait, il semble que chaque fois que la vague avance, elle dépose un rang vert, un rang bleu, un rang vert, un rang bleu, un rang vert, un rang bleu. Et on est très intéressé à savoir comment cette régulation se fait. Et ce qui se passe en fait, c'est que spineless, le gène dont je vous ai parlé, qui était stochastique ici, est déterministe ici. Donc en fait, il a une régulation totalement différente. Il a perdu sa stochasticité. Il est devenu tout à fait déterministe. Et on est vraiment très intéressé de comprendre comment ça se fait. Seul problème ici, c'est un petit peu difficile de faire pousser ces mouches. On a pas mal de difficultés à les trouver dans la nature et de les garder dans le laboratoire, ce qui freine un petit peu les choses.
Donc je vais terminer ici, donc donc ça c'est Mathias qui avait tout le travail sur SpineS dans le laboratoire, qui a été repris en main par Bob Johnson quand il est dans mon laboratoire. Maintenant il est tout seul, c'est lui qui a fait tout le travail avec son étudiante Chiara sur les organoïdes, et donc je voulais lui rendre crédit, et donc c'est donc le travail qui se fait maintenant. Merci.